sur l'identité et le droit, et on aura le 18 novembre prochain une journée sur l'indépendance des universités, et le programme 2017 est en cours avec une journée sans doute sur la crise des finances publiques, une journée sur l'avenir économique post-2018 de la Nouvelle-Calédonie, et enfin, fin novembre sans doute, dans un an, une journée sur l'avenir institutionnel et le statut post-2018 de la Nouvelle-Calédonie. Donc tout ça, ça s'inscrit donc dans la démarche de diffusion du savoir, des connaissances, des recherches qui sont menées à l'université au sein de la société calédonienne. Et c'est vrai que le sujet aujourd'hui est d'une actualité toute particulière, mais il fait aussi partie des sujets sur lesquels nous travaillons au laboratoire. Alors, on va commencer avec l'intervention de Bernard Rigaud, qui est le directeur du Centre des nouvelles études du Pacifique à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. J'ai aussi pour rôle de tenir la montre. Donc, Bernard et John, vous avez 30 minutes de présentation. Vous êtes les privilégiés. Après, ça va passer à 20 minutes pour les suivants. Hein, je préviens déjà. Plaisir de vous écouter. Merci Catherine. Bonjour à tous. Alors, je ne suis pas un juriste. Je suis un philosophe qui a succombé depuis 30 ans à la dangereuse familiarité avec les sciences humaines, selon l'expression rose de Michel Foucault, et qui se trouve ici égaré dans un colloque organisé par des juristes. C'est dire toutes les difficultés que j'aurais à vous parler simplement de la notion d'identité, à commencer par la mienne. Sans originalité, l'étymologie du mot identité nous renvoie au latin ipse, idem, ipse lui-même en s'opposant à l'autre. C'est César lui-même, pas son représentant. Idem, le même, réitération à l'identique, pas une autre mangue, mais la même. Ainsi, c'est moi-même qui vous parle, pas un sosie ou un clone, et j'espère ne pas répéter ici à l'identique ce que j'aurais lu ailleurs chez un autre universitaire. Dire cela implique pourtant que cette affirmation ne vaut que si des éléments permettent de me reconnaître ou d'identifier un plagiat. Pour être reconnu, il faut bien des éléments de connaissance. Reconnaître une mangue, c'est en reconnaître les attributs. Dire d'une mangue qu'elle est verte et acidulée, ce n'est pas dire qu'il y a deux mangues, la rouge et l'acidulée. Une même entité peut ainsi avoir plusieurs qualités, son identité est même le résultat de la pluralité unique de ses composantes. L'identité qualitative de deux objets, deux mangues vertes et acidulées, n'implique pas qu'elles soient indiscernables. Elles ne sont identiques que dans l'effet attendu, par exemple faire une tarte aux mangues. De cela découle la conséquence logique qu'à moins d'être une simple unité abstraite, une entité ne peut prétendre avoir une identité que si elle présente une pluralité de qualités par lesquelles elle est ce qu'elle est, ou du moins par lesquelles elle peut être identifiée. En ce sens, revendiquer une identité, ce n'est rien d'autre que demander la reconnaissance de certaines qualités. On peut ainsi séparer les mangues vertes des mangues mûres. Affirmer ainsi « celle-ci est la mangue » permet soit de discerner cette mangue-là, celle que j'ai cueillie moi-même ce matin parmi d'autres mangues. Il s'agit alors de ce que l'on appelle l'identité numérique, personnelle ou juridique, elle est unique, soit de distinguer la mangue par opposition à d'autres entités, pomme, poire ou Scooby-Doo. Cette mangue n'est pas unique, seule sa catégorie l'est. L'état civil s'intéresse à l'identité numérique ou juridique. Il repère l'individu et le considère comme identique, même si celui-ci a le sentiment d'avoir changé. Distinction de l'identité physique et de l'identité morale. Si on a un jumeau monozygote, au croisement des abscisses et des ordonnées de l'espace-temps, pour l'état civil, il y a un aîné et un cadet. L'un est né après l'autre, et l'identité du code génétique n'implique pas l'identité de l'histoire et du caractère des deux frères. C'est ainsi dire que la notion d'identité ici n'est pas affaire de substance, mais d'histoire de vie. L'ambiguïté s'installe parfois. Par exemple, si je dis que mon frère et moi avons le même costume, y a-t-il un seul costume partagé ou deux costumes de coupe identiques? Est-ce l'objet ou la catégorie qui est identique? Le droit s'intéresse à la catégorie, même quand il s'agit du droit à la personne. Car pour revendiquer ce droit, il faut d'abord faire partie de la catégorie personne.
Le no-tout peut bien faire résonner sa réprobation dans les frondaisons, où le cagoux glapire de désappointement à l'abri d'un bosquet. Les cris de l'un et de l'autre sont vains, tout comme le chat, le chien, ils resteront à la porte de la catégorie personne et des droits qui y sont attachés. Comestibles ou domestiques, la catégorie sous laquelle ils entrent ne discerne que des individus interchangeables, comme des biens immobiliers, qu'ils sont reconnus être sensibles ou pas. C'est bien pourquoi l'éthique ne relève pas de la taxinomie, mais la catégorisation sous-tend l'espace éthique. Selon les époques et les sociétés, le droit à l'identité en tant que personne peut être accordé ou pas aux étrangers, aux femmes ou aux enfants. À l'intérieur de cet espace à géométrie variable, l'éthique pose chacun comme unique, et c'est cette unicité-là qui fait sa valeur et impose le principe d'égalité. L'unicité en question, dans l'histoire européenne des idées, c'est celle d'une volonté propre à chacun par laquelle il peut disposer de soi aussi longtemps qu'il n'empêche pas une autre personne de disposer aussi d'elle-même. Cela implique un double postulat. D'une part, la reconnaissance d'une volonté en droit et par nature équivalente à la mienne, et en même temps, la reconnaissance que cette volonté n'est pas la mienne, qu'elle est autre, et que par conséquent, elle peut vouloir autre chose, ce dont elle ne se prive en généralement pas. Mon double, mon frère, comme dirait Baudelaire, n'est jamais moi. Autrui pose à la fois l'identité, ego, et l'altérité, alter, il est alter ego. Les frères, souvent ennemis, appartiennent à la même famille plus ou moins élargie. Homo sapiens sapiens, européens, amérindiens ou océaniens, calédoniens, natifs d'une même île, membres d'une chefferie, fils d'un tel. On peut élargir ou rétrécir la focale. La définition de l'identité en compréhension est inversement proportionnelle à sa définition en extension. Georges Simmel avait bien montré en ce sens que plus le cercle de la communauté est étroit, et plus l'appartenance est forte. Que deux citoyens nord-américains se croisent en Europe, cela ne procurera pas d'émotion ni de salutation particulière. Il en va tout autrement si deux natifs de Tiga se croisent à New York. Frère d'humanité peut-être, frère de mon île encore plus sûrement. Par quoi entre en jeu une notion importante, celle d'appartenance. La mangue ne s'appartient pas, elle n'a pas d'appartenance. La taxinomie relève ici de l'histoire naturelle. Une mangue n'est pas une poire, elle ne choisit pas d'être sucrée ou acide. Il en va tout autrement dès qu'il est question d'Homo sapiens. Si celui-ci, au moins en Europe, a voulu se dégager de son appartenance animale pour revendiquer une humanité unique et séparée du reste du vivant, c'est dire surtout qu'il a prétendu s'arracher à l'ordre naturel pour choisir ses appartenances, non plus dans une nature, mais dans une histoire. Par quoi on comprend d'ailleurs l'inhumanité des positions racistes ou sexistes qui enferment toujours l'autre dans une nature. Ainsi, ce n'est pas seulement mon sang ou une terre que mon frère partage, mais aussi et surtout une histoire familiale et sociétale commune. L'appartenance, dès qu'elle ne procède pas d'une naturalisation de la culture, c'est le fait de l'histoire partagée. Par quoi l'histoire rejoint aussi la géographie et le temps, l'espace. La généalogie se lit dans l'itinéraire qui relie un tertre occupé à un tertre souche, par exemple. En d'autres termes, l'histoire d'un groupe a inscrit ses chemins sur un territoire. Avec cet exemple, on arrive au cœur de notre problématique. Nous l'avons vu, l'identification suppose soit la reconnaissance d'une identité antérieurement connue, identité, ibicéité, désigne ici l'individualité. Par exemple, l'identification d'un criminel ne vise pas une catégorie, mais le coupable d'un crime particulier. Soit la reconnaissance d'une appartenance à une classe-catégorie. Ce fouet est une mangue, semblable, égale, pareil à une autre mangue. En psychologie, l'identification est le processus complexe par lequel on tend à ressembler à l'autre. On s'identifie à son père, à un champion de sport ou à un acteur. Pour autant, identifier ne semble pas avoir jamais été utilisé au sens de rendre identique. Reste que des expériences pédagogiques montrent assez
qu'identifier quelqu'un comme intelligent le rend davantage intelligent, l'identifier comme maladroit le rend maladroit. Politiquement, l'identification ignorante et dévalorisante, qui nie la pluralité, fabrique de la négritude sur d'autres continents, de la maoïtude en Polynésie ou de la kanakitude en Nouvelle-Calédonie. Elle fabrique contre elle une unité recomposée d'opposition. C'est dire aussi que l'identification confère pour le meilleur ou le pire un statut. C'est une chose de recevoir un statut de son cercle d'appartenance, c'en est une autre d'en subir un de la part d'un pouvoir extérieur. On notera que si le pouvoir étranger n'obéit pas aux règles locales qu'il ignore, il n'obéit pas davantage à ses propres règles, puisque l'extériorité lui permet d'identifier sans reconnaître et donc de s'affranchir de sa propre éthique. Ainsi, un pouvoir colonisateur peut mettre entre parenthèses la reconnaissance de la libre volonté de chacun au profit d'une identification soumise à une axiologie des appartenances. Cela peut fonder une pluralité de statuts juridiques au service d'une discrimination utile à son exercice. Par exemple, dans l'archipel de la société, les Polynésiens des îles du Vent, à savoir Tahiti et Moorea, jugés mieux policés par une colonisation plus ancienne, seront citoyens français, tandis que ceux des îles sous le vent, Wainé, Rayatea, Bora Bora, Taha, seront soumis en 1897 à un code de l'indigénat. Ce dernier peut s'appuyer sur une vision évolutionniste. Ailleurs ou ici, il peut même être l'expression d'une naturalisation de l'appartenance. Dans tous les cas, il procède du refus de reconnaître des équivalences de culture, voire d'identifier des cultures comme cultures. En clair, identifier ici n'est pas la volonté de penser l'identique, mais bien plutôt celle de fabriquer des différences de valeur dans la culture ou dans la nature. En Océanie, identifier, ce n'est pas isoler une monade à elle-même identique, c'est repérer des réseaux d'appartenance. La carte d'identité n'est rien d'autre que la cartographie de ces réseaux. Cette identité en mouvement peut s'afficher sur l'épiderme. Ainsi en va-t-il du tatouage qui évolue avec la place de l'individu dans la société. Il indique la généalogie, la succession des statuts, il est un marqueur identitaire et statutaire. Ce qui fait sens ici, c'est l'appartenance et la place d'une entité dans un collectif, pas son identité per se in abstracto. Ce n'est pas la mangue, c'est l'arbre, ce n'est pas l'arbre, c'est la terre, ce n'est pas la terre, mais l'histoire de cette terre. Par quoi la reconnaissance d'autrui peut passer elle-même par des voies plurielles. S'agit-il d'identifier une individualité forte de son libre arbitre infini façon métaphysique occidentale, ou sur l'appartenance à un collectif qui a une mémoire des chemins de terre ou des itinéraires marins? C'est bien à l'articulation de ces deux logiques que peuvent s'articuler droit commun et droit coutumier. À une période de l'histoire où crispation identitaire, nationalisme aveugle, universalisme abstrait et ethnocentré s'affrontent en toute ignorance de cause, il est bon de garder à l'esprit les éléments suivants. L'identification peut servir des idéologies mortifères ou des logiques policières pour le meilleur ou le pire, traque raciste ou renseignement antiterroriste. Dans le dernier cas, celui d'un intégriste combattant, souffre-t-il d'un excès d'identité ou d'une perte d'identité? Ce qui est certain, dans son cas, c'est le refus d'autres identités possibles, par quoi se définissent précisément toutes les formes d'intégrisme, d'intolérance, de fanatisme. C'est que le concept même d'identité est indissociable de celui d'altérité. La logique et l'éthique imposent même de les penser ensemble. Nier l'un revient à nier l'autre. Mais dire cela implique de les penser aussi sous la forme duelle ou plurielle de l'unité. C'est un autre homme, mais c'est un homme. C'est une autre culture, mais c'est une culture. C'est une autre langue, mais c'est une langue avec sa double articulation. L'infinie variété est une forme de la variation. Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, comme aurait pu dire Verlaine. De moi à toi, des distances variables, des conformations étrangères et étranges, mais rien d'infranchissable ou d'incompréhensible par nature. Faute de quoi, les sciences humaines seraient paroles vaines et sciences impossibles, faute de quoi les langues resteraient hermétiques les unes aux autres. Nous savons que ce n'est pas le cas. Par quoi
La communication et la compréhension sont toujours possibles de toi à moi et de moi à toi, pourvu que l'un ou l'autre s'appartienne suffisamment à lui-même. À quoi bon parler à un gourou, à un taliban ou à un paranoïaque? Dans tous les cas, le sujet ne s'appartient plus, il ne peut donc entendre ni répondre. Comme les héros tragiques liés à un destin, ceux-là n'ont pas d'identité car ils n'ont pas de pluralité. Avec eux, l'histoire s'est figée, la parole unique chasse la possibilité du dialogue et du devenir. Une appartenance hégémonique a tué en eux la pluralité et donc l'identité. Ils refusent l'altérité car de fait ils n'ont plus d'identité, parole reproduite sans sujet parlant, marionnette inquiétante. Insistons. La pluralité inscrit l'identité non pas dans une nature ou une monade intemporelle, mais dans une histoire car elle est une histoire. Ainsi, identité, société ou culture sont d'abord des processus aussi ouverts que les sectes sont fermés. La pluralité fonde le rapport éthique car elle en est la condition de possibilité. Le principe d'égalité refuse l'uniformité et la violence qu'il impose. Il n'est rien d'autre que la reconnaissance de la pluralité, reconnaissance au double sens de l'identification et de l'acceptation implicite d'un droit égal à la différence. Ce droit à la différence est également une garantie contre la violence. Toutes les différences peuvent jouir d'un droit égal pour autant, et c'est bien là la condition essentielle, qu'elles-mêmes reconnaissent ce droit à la différence. À cette condition, les différences sont les meilleurs remparts aux volontés hégémoniques et aux rapports frontaux de force. C'est toujours le semblable qui entre en compétition avec le semblable. Sauf à vouloir éliminer l'autre parce que autre, dans un rapport de prédation où la violence précède tout discours, l'altérité, sur le plan des représentations, n'est jamais conflictuelle en tant que telle, puisqu'elle n'est pas perçue pour ce qu'elle est. C'est toujours en tant qu'elle est pensée sous le signe du même qu'elle devient conflictuelle, déviante par rapport à un paradigme culturel ethnocentrique. Un lent mouvement syncrétique se met en place sous l'égide du discours dominant. Dans un effort conjugué des dominés et des dominants, l'altérité tend parfois à se couler dans le moule du même. Or, précisément, la dissidence et l'affirmation identitaire seront le fait de mouvements syncrétiques. C'est dans l'Ancien Testament que les prophètes tahitiens de la Mamaya vont puiser la source de leur inspiration pour se rebeller dès 1826 contre l'ordre des missionnaires. C'est en élaborant une divinité polynésienne aux attributs bibliques, Io, que le clan maori Tematolo Anga va s'opposer à l'autorité des Pakeha en Nouvelle-Zélande. Il n'est pas moins significatif aujourd'hui, pour s'en tenir à la Polynésie, de constater que le Tavini Huriatira, parti politique qui a fait de la revendication identitaire son cheval de bataille, ait choisi la croix catholique comme emblème. C'est toujours le semblable qui entre en compétition avec le semblable. Comme ce fut le cas pour les premières générations de convertis, on peut certes juxtaposer deux systèmes de pensée sans contradiction. On peut croire à la fois au Dieu biblique et au pouvoir des ancêtres. Il suffit simplement de basculer d'un système à l'autre. Rien a priori s'oppose à l'usage de deux systèmes distincts. De la même façon, on peut, par exemple, consulter pragmatiquement à la fois un médecin et un tradit praticien. Il faut toutefois se garder de réduire le système local à une ébauche balbutiante du système dominant. Faut-il le rappeler? Le syncrétisme, qui est au cœur de toutes les cultures, est le produit d'une élaboration active, pas d'un amalgame subi. Une pensée métissée, avec ses contradictions comme toute pensée, n'est pas nécessairement une pensée confuse. Qu'une société puisse passer d'un système religieux à un autre, d'une structure politique à une autre, est une affaire entendue. Il est dans l'ordre même de toute culture d'opérer des transferts de sens, d'adopter des dérivations créatives, de métaboliser la nouveauté pour demeurer vivante. L'identité culturelle est l'histoire d'une communauté, au sens où elle est d'abord l'histoire des rencontres de cette communauté. Ce qui est en question ici, c'est le danger intellectuel et politique qu'il y a à nier ces modalités, voire l'existence de ces dérivations, soit en affirmant qu'un sens s'est purement et simplement substitué à un autre, soit en présentant l'ancien comme une variante du nouveau. A priori culturaliste et universaliste, qui enfermerait la notion d'identité culturelle dans les termes d'une problématique occidentale, héritière aussi bien
de l'universalisme des Lumières que de l'irrationalisme mystique du romantisme. Si la notion d'identité culturelle veut dire quelque chose, elle ne doit pas se poser dans les termes qui furent ceux des idéologues européens. Ceux-ci opposèrent au principe kantien de la personne, citoyenne du monde, la vision d'une culture comme personne unique et respectable en tant que telle. Avec Herder, le disciple rebelle de Kant, l'individu n'est alors plus pensé que comme l'échantillon du génie d'un peuple, et tout échange avec l'autre culturel met en péril ce génie dans sa pureté, nostalgie mystique de l'origine, ethnicisme qui retrouve les termes religieux des convictions fondamentalistes. On ne sauve son âme que dans la pureté de la race et dans la sacralisation de la tradition. Vision substantialiste de la culture. À cette thématique ressortissent aussi bien l'attitude de ceux qui diabolisent un passé païen que ceux qui veulent rétablir une authenticité culturelle dévoyée. Reste que cette façon de penser la culture n'est pas celle des sociétés traditionnelles qui pensent moins en termes d'identité, de culture, de nation ou de substance qu'en termes de réseau généalogique, d'alliance. Si des communautés rivales parlent le même langage, le choc est frontal. Il n'y a plus de place pour l'intercompréhension. L'agonistique remplace le dialogue. Par ailleurs, quand l'autre pense son identité à partir des théories ethnicistes du même, il ne risque guère d'être contredit, mais faisant cela, il accomplit sur lui-même la pire des violences. Occultant ce qui fait le fond de son altérité, c'est-à-dire de son histoire, il ne se reconnaît plus lui-même. À ce vertige, il n'y a alors pas d'autre réponse que la surenchère. La culture n'est plus un processus, mais un enjeu figé de pouvoir. Comment ne pas éprouver toute la précarité d'une situation historique où un discours dominant a trouvé en lui-même l'argumentation d'une opposition, nourrissant par là sa propre dialectique en la faisant passer pour une confrontation interculturelle. S'il fut un triomphe, ce fut celui d'un débat interne à la pensée occidentale, universalisme, culturalisme, modernité, tradition, rationalisme, mysticisme, etc. Aussi opératoire que puissent avoir été les malentendus construits sur les mythes de l'exotisme et de l'authenticité, sur les schèmes de l'inversion et de la nostalgie, il faut éviter de reproduire une scène déjà jouée par bien des peuples décolonisés, le triomphe du même contre le même, la défaite de l'autre par l'autre. Car en finale, le différent risque d'être moins entre un peuple colonisé et un pouvoir étranger qu'entre la majorité de ceux qui font la culture en la vivant et en la rendant vivante, et la minorité d'une élite locale tentée d'emmonnayer la fiction bavarde. Si le même a toujours raison du même dans une confrontation dogmatique, c'est toujours avec l'autre que l'on a quelque chose à dire. La salutation en Océanie n'est pas « qui es-tu ?» mais « d'où tu viens ?» Pour dire au revoir, il suffit de dire quelque chose comme « reste assis ». Ce n'est pas grand-chose, mais cela vaut tous les discours. On ne pose pas la question de l'identité, mais celle du chemin, du mouvement vers ou à partir de. L'itinéraire emprunté vaut carte d'identité. Si la sphère ou la monade, voire, pour suivre la pensée d'Audricourt, la graine, peuvent symboliser en Europe la personne dans sa clôture et son autonomie, cela ne fait pas sens dans le Pacifique. Ce qui prévaut ici, c'est la logique du greffon. Cela prend ou ne prend pas, mais avant de trancher, on se sera inscrit dans un processus complexe où la nouveauté adoptée, dans tous les sens du terme, nourrira et développera encore davantage le réseau. La vraie question n'est pas identitaire mais relationnelle. Toi qui viens d'une autre vallée ou d'une autre île, qu'as-tu à échanger avec nous ? Ainsi, poser la question en termes d'identité infléchit une problématique qui se pose plutôt en Océanie en termes de plus ou moins grande proximité. Proximité pensée par la voie d'itinéraires généalogiques et de réseaux d'alliances. Ce qui fait sens, ce sont les modalités d'inscription d'un sujet dans des appartenances à partir desquelles il se sent reconnu comme personne, dans une acception qui n'est ni grecque ni romaine. Vous aurez compris que j'ai tenté d'amener l'idée d'un pluralisme juridique positif, posé non pas par une discrimination politique, mais par une exigence éthique. Ayant dit cela, je comprends aussi et surtout
que je ne dois pas me hasarder davantage sur le terrain des juristes et qu'il est temps pour moi de céder la parole. Je vous remercie tous de votre attention. Merci beaucoup Bernard d'avoir parfaitement tenu les temps. Je vais donner la parole à John Passa, sociologue qui va intervenir sur l'identité, le je et le nous. Bonjour. Avant de commencer ma contribution, je voudrais ici rendre hommage, 2 hommages. Le premier hommage va à Régis Lafargue pour le travail intellectuel et humain qu'il a mené jusqu'au bout de sa vie, malgré la maladie et les obstacles dressés par ses pairs, mais pas seulement. Je garde pour lui un profond respect. Nous avons beaucoup échangé sur nos visions respectives du droit coutumier, dit coutumier, mais également sur son impact sur la société kanak. Régis a toujours eu le contact, toujours eu le souci de donner une cohérence à ses réflexions. On l'a accusé de ses réflexions d'être un pro-kanak, mais je pense que Régis avait le souci de la justice. Il avait l'éthique de la justice. Il faisait de l'anthropologie juridique, dit-on aujourd'hui, mais je pense qu'il avait pour volonté de produire une justice passant l'altérité comme une évidence, posant l'altérité comme une évidence. Nous pouvons le soupçonner de sympathie avec son sujet, que le droit coutumier, mais pas de douter de sa rigueur, ni de son honnêteté intellectuelle. Donc je me permets ici de lui rendre hommage, plein de reconnaissance sur le travail qu'il a engagé sans jamais renoncer, ni à ses convictions, ni à ses responsabilités. Le second hommage va aux assesseurs coutumiers, ces femmes et ces hommes qui tentent de donner du sens à leur engagement, pour le travail ingrat qu'ils accomplissent au tribunal. Ingrat car la reconnaissance n'y est pas toujours. Ingrat car ils doivent essuyer les critiques venant de toutes parts, tantôt accusés de défendre l'indéfendable, tantôt coupables d'être un frein à la reconnaissance du statut de victime, pour les femmes, victimes en particulier. Ingrats car ils voient des problèmes auxquels ils sont impuissants. Ingrats encore car ils sont assimilés parfois à des auxiliaires de justice. Ingrats enfin car ils jouent les médiateurs sur un terrain où se déroule encore une guerre de tranchées et d'usure qui ne dit pas son nom. La question de l'identité reste la principale cause d'un profond contentieux, et ce contentieux a plusieurs visages. Si l'identité précoloniale était articulée autour d'un dialogue entre l'autochtone et l'étranger, elle a depuis la colonisation tourné autour du être d'ici et être d'ailleurs. Ce glissement que certains qualifieront de sémantique reste le point de crispation le plus douloureux à tout point de vue. Paradoxalement, depuis la période des 2 accords, Matignon-Oudinot et Nouméa, censés initier la notion de communauté de destin, les positions n'ont jamais été aussi tranchées. Être d'ici et être d'ailleurs alimentent depuis quelques décennies les antagonismes en tout genre. Être d'ici ou être d'ailleurs pose le débat entre les ancrages et les appartenances. L'identité est ce qui fait sens. Elle donne à la personne les significations et les directions pour être en résonance avec le lieu. Et en ce qui nous concerne, les choses sont complexes et difficiles. L'identité reste un sujet insaisissable, intraduisible, incompréhensible. Entre les identités héritées, les identités recomposées, les identités falsifiées, les identités inachevées, les identités inconnues, les places sont chères, fragiles et en proie à des justifications permanentes. Ce pays est traversé par une pensée qui pose l'identité comme incontournable dans la production d'un commun, capable de lier les populations habitant ici. Parler d'identité, c'est parler de quoi? L'évolution politique de ce pays apporte plusieurs visages à l'altérité. Le champ culturel et symbolique, pour parler comme Bourdieu, foisonne de manifestations en tout genre pour affirmer avec esthétisme et vigueur la présence d'une société multiculturelle, vantant ses richesses et ses atouts. Le champ culturel n'est pas avare de production, vantant les mérites d'une société multiethnique et forcément multiculturelle.
Mais sorti des spectacles, chacun retourne chez soi, pour faire de l'entre-soi, car plus sécurisant, moins violent. Nous sommes dans la société du spectacle, pour reprendre le titre du livre de Guy Debord, c'est-à-dire que nous sommes dans une forme de mercantilisation de nos rapports sociaux, allant jusqu'à de nouvelles formes de simulacres de rencontres. En même temps, ces spectacles, les concerts, les pièces de théâtre, les fêtes, et il y a le glissement du spectacle vers un mot qui est très courant en Calédonie, qui est l'événementiel. Nous aimons cette terminologie d'événementiel parce qu'elle masque les identités. Les spectacles sont fortement marqués par ces lignes de démarcation identitaire, auxquelles il faut ajouter une autre forme de démarcation, la démarcation statutaire, au sens économique, fruit d'une société légèrement inégale. De fait, ce pays est plongé dans une insécurité identitaire, accentuant les sillons entre les sociétés, entre les communautés, entre les personnes, entre les espaces. En plus d'être visible dans les manières de faire et d'être, elle est aussi audible, à travers les radios locales, dans la rubrique coup de gueule. Chaque événement, que ce soit un match de foot, une élection de Miss Calédonie, ou bien encore un fait de violence à l'école ou ailleurs, est passé à la sagacité des auditeurs. Les propos sont loin d'être apaisants, compréhensifs. Le fait d'être ici et d'être ailleurs s'affrontent sans retenue, ni faux semblant. L'anonymat aidant, les auditeurs se laissent aller à des jugements de valeur. Il n'y a pas de place pour le juste milieu. L'identité ici n'est pas un simple patronyme pris dans les réseaux d'alliances matrimoniales ou autres, mais bien la combinaison de plusieurs éléments, une accumulation de plusieurs trajectoires, de plusieurs histoires, assumées ou non. Pour avoir une idée du climat de ce pays, il suffit d'écouter les radios. C'est plein d'enseignements sur la nature du vivre ensemble calédonien. Et dans la continuité de ces difficultés, le je et le nous en sont une autre traduction des rapports sociaux dans ce pays. Il ne s'agit pas ici de discuter de l'individualisme, dont le je serait une figure de proue, mais de comprendre ce face-à-face, à l'épreuve du lien social. Les mutations contemporaines voient le je prendre le pas sur le nous, ou comment l'individu s'émancipe de toute entrave sociale, marquant le sens des liaisons sociales. Tout se passe comme si le premier relègue le second à un rôle de spectateur des enjeux sociétaux. Les sociétés contemporaines n'ont de cesse de poser le je comme la pierre angulaire du faire société. Mais à quel prix? Et la Nouvelle-Calédonie n'échappe pas à ces mutations. Le face-à-face entre le je et le nous devient un enjeu majeur dans les rapports sociaux entre les différentes strates de la population calédonienne. Mais c'est la société kanak qui va subir le plus fortement les effets de ces mutations. En effet, l'apprentissage du jeu ne va pas de soi. Il nécessite un référentiel capable de décliner non plus son identité, mais ses identités, avec parfois une simultanéité dans cette déclinaison. Ce n'est pas tant que le jeu n'existe pas, mais il est à reformuler en fonction du contexte, autrement dit, des éléments constitutifs d'une société. L'idée que l'identité du jeu est une nouvelle forme d'émancipation de l'identité du nous, pour parler comme Elias, mériterait d'être relativisée. Tant les sociétés contemporaines sont en quête du juste milieu entre la société et ses composantes. L'identité devient une forme de combinaison entre une trajectoire personnelle et les attentes collectives. Entre l'identité du jeu et l'identité du nous, les rapports ne sont plus aussi naturels. Pour parler comme Ricoeur, la personne est prise en tenaille entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. C'est dans ce sens que l'identité du jeu et l'identité du nous posent problème. En effet, le jeu présenté tel quel n'est pas pertinent. Il lui manque un attribut complémentaire. Pour parler local, le jeu n'a pas de résonance. Par contre, le moi-jeu est une figure familière de ce pays. C'est un peu notre tartarin de Tarascon à nous. Mais au-delà de cette boutade, c'est toute la pertinence des identités qui s'affichent. Et ce n'est plus pris entre deux identités, mais trois identités.
le je, le nous et le moi-je, liés aux situations, aux statuts. Ce triptyque identitaire symbolise l'évolution de la personne à l'intérieur d'une société. Et la société calédonienne, si on peut parler ainsi, a beaucoup de mal à parler du je. Le nous est la norme dans le parler local pour souligner les appartenances et derrière les ancrages. Le patrimoine colonial de cette société globale menée par la règle qui est l'oubli, le caractère colonial met le rapport je, nous dans une dissonance permanente. Et parler du caractère colonial, c'est souligner la nature des positions entre eux. Revendiquer le je comme un élément constitutif d'une identité, c'est prendre le risque d'être écarté. Le je est fragile, car suspect de rompre les contrats sociaux entre les membres des deux sociétés habitant ce pays. Ou pour le dire autrement, le je devient un borderliner malgré lui. La société calédonienne affiche une forte préférence pour le nous, car il sécurise à tout point de vue. Le nous organise les modalités de la régulation sociale, tout comme il donne du sens à ce vivre ensemble tant revendiqué, mais difficile à définir et à cerner. Pour étayer mes propos, je propose 5 axes dans lesquels on travaille à l'heure actuelle. On s'appuie surtout sur un travail fait avec Patrice sur une commande de la Nouvelle-Calédonie sur la place de la ville dans la construction des identités des premières familles Kanak habitant notamment sur Moravel, Pierre-Lanquette, Moravel, HLM, Sainte-Marie et Logicop. Ce travail de terrain est riche d'enseignements. Et riche d'enseignements car il permet de saisir tout le glissement des familles. On s'aperçoit que la famille est le premier titulaire du mot « je ». L'irruption de la famille dans les sociétés océaniennes, comme autrefois dans les sociétés dites occidentales, a modifié radicalement les places et les statuts. La famille sera le premier « je ». Nous avons notre représentation de la famille comme la structure de base de la société, étant composée de plusieurs membres. Il ne peut pas s'agir d'un je. Or, la famille constitue le premier je. Les sociétés Kanak vont l'exprimer, ce concept avec plus ou moins de succès. L'entrée de la structure familiale dans les structures de parenté va pousser la société à fabriquer des frontières pour éviter les confusions. Effectivement, la famille est déjà un je qui brouille les lectures. La famille est une entité singulière qui conteste les structures de parenté en les dépossédant des figures d'autorité. Je fais référence ici à ce travail d'accompagnement social dans le pays, accompagnement des familles présentant des dysfonctionnements. On mesure la difficulté des familles à proposer des alternatives à l'accompagnement de leurs enfants. Et on le perçoit bien dans les situations d'accompagnement des familles en difficulté. Faire appel à un groupe, en l'occurrence à l'identité « nous », révèle d'une souffrance. L'identité du tiers digne de confiance devient presque hésitant à proposer. La famille comme figure d'émancipation se retrouve isolée. Le travail actuellement mené sur les effets de l'urbanisation des premières familles Kanak installées dans la ville démontre assez bien cette construction d'une identité « je ». La famille va expérimenter la mise à distance comme une souffrance, une fêlure. Cette idée que la famille est un « je » se voit dans l'exemple d'évolution successorale. Notre travail de terrain révèle des situations où la maison est devenue un bien, et non pas le bien, mais dont la valeur est inconnue. Le bien en question doit pouvoir répondre à 2 questions que tout oppose. À qui revient le bien? Quelle valeur retenir pour définir ce bien? Valeur monétaire ou valeur sociale? Cela signifie pour les familles une connaissance des termes relevant de la succession. Précisons ici que le projet de loi de pays sur la dévolution successorale relatif au Kanak de statut civil coutumier est encore en phase de consultation, entre guillemets. Et la réponse ne concerne en rien
le nous, mais simplement le je famille. Beaucoup de maisons appartenant à des Kanaks de statut civil coutumier s'abîment, faute de trouver un terrain d'entente. Le nous, comme élément de régulation sociale, ne peut pas intervenir. Le je famille introduit un nouvel élément qui est l'espace privé. La privatisation de la famille dans la pensée kanak empêche toute intrusion ou toute modalité de régulation. La famille se retrouve seule à gérer une ou des situations qui la dépassent de loin. Chercher un soutien familial relève du miracle. L'histoire de ces jeunes en mal de lien ne peut que conduire à des formes de radicalisation, trouvant son exutoire dans des comportements à risque, voire délictueux. L'autre élément producteur du jeu est l'enfant. Pour illustrer mon propos, je prendrai une situation d'enfant suivi. Le suivi a pour origine un signalement suite à des comportements suicidaires. L'enfant a 9 ans. Cet enfant a été donné par la mère biologique à sa sœur. Cette dernière avait un compagnon. Elle vit chez ce compagnon. Après un temps de réflexion, le compagnon accepte de prendre l'enfant. Sa famille n'accepte pas cette transaction, mais elle fait comme si. L'enfant porte donc le nom de ce compagnon. Il n'y a pas eu de mariage. Il considère cet enfant considère ce dernier comme son père. Quelque temps après, le couple se sépare. Monsieur se retrouve avec un enfant avec qui il n'a pas de lien de sang, si ce n'est une histoire d'amour avec une femme qu'il a quittée et qui a un lien avec cet enfant. Se pose pour nous la question de savoir, mais où est la place de cet enfant? Quelle est sa véritable identité? Doit-il retourner auprès de sa famille biologique ou doit-il rester chez ce père aimant? Doit-elle changer de nom? A-t-elle sa place dans la famille de monsieur? Faut-il travailler la dimension affective qui ne donne pas de place sociale et au contraire rompre pour donner une cohérence? Cet exemple, que j'ai énoncé assez rapidement, permet de saisir les enjeux de l'identité. Quand l'identité « je » s'oppose à l'identité « nous ». Vous imaginez bien que le travail s'avère délicat. Comment donner de la cohérence à une identité brouillée, voire même à une identité absente de toute référence? Sans parler du droit de l'enfant, dont ce n'est pas le propos ici, c'est bien la légitimité qu'il s'agit. Ces situations font apparaître une forme d'individualisation qui ne dit pas son nom. La violence pour ces enfants est de partager une identité, nous, mais sans y être affiliés. La situation des enfants ou jeunes, dans le cas des suivis, montre combien le rapport entre le je et le nous porte les stigmates des sociétés en confrontation permanente. Entre l'absence de place chez l'une comme la non-reconnaissance chez l'autre, s'impose le je comme un palliatif de l'identité plus qu'un choix assumé. L'autre figure qui expérimente douloureusement ce je face au nous, c'est la femme. Elle transporte avec elle ses choix par défaut. Celle de la femme victime de violences en tout genre. Elle se trouve dans l'impossibilité de faire le choix entre le je, nous, le je et le nous. Le statut de la femme victime dans ce pays rejoue cette confrontation entre son ancrage et son appartenance. Les propositions faites pour l'accompagner et rompre avec ce climat de violence n'auront de sens que si la femme accepte de se renier. Le mot peut paraître excessif, mais il ne l'est pas. Rompre avec son environnement d'origine pour se reconstruire, souvent la femme rechigne. Et souvent ce frein, en tout cas cette opposition, met les institutions à mal. Car ce pays n'offre pas de choix, il impose ses choix. Contrairement à ce que dit Elias, un homme ou une femme ne peut être en dehors de tout groupe. La situation de la femme victime dans ce pays est doublement victime. Victime de la violence chez elle et victime d'un accompagnement qui lui propose l'identité je comme seule alternative. Mais ce n'est plus un choix qu'elle doit faire, c'est une obligation qu'elle doit suivre. On est dans cette confrontation permanente entre le je et le nous, en fonction des espaces, des contextes. Il y a un mot, et c'est par ce mot que je voulais finir ce papier. Il y a un mot qui
qui marque le degré des relations dans ce pays. Ce mot que nous entendons tous, que nous concevons tous comme un mot assez vulgaire, c'est le mot bâtard. Le mot bâtard, c'est le mot en tête du hit-parade des insultes transspatiales. Cette omniprésence de ce mot montre combien l'identité reste incertaine, fluctuante. Tant que ce mot restera le credo de la rencontre, les temps à venir risquent d'être difficiles. Le malaise ou le mal-être risque d'être durable. On est dans cette opposition-là. Traiter quelqu'un de bâtard dans une cour des classes, dans une cour d'école, c'est démontrer l'absence d'identité, l'absence d'ancrage pour une société construite sur cet ancrage. Je vous remercie. On est un peu en avance, on a un tout petit peu d'avance sur le timing, donc avant de peut-être de proposer aux intervenants suivants de me rejoindre sur le pupitre, on a le temps pour quelques questions sur les deux interventions. S'il y en a. Moi, alors, je sais pas, c'est pas vraiment peut-être une question, mais une réflexion. John, dans ce que vous avez énoncé, on a l'impression que, en fait, on fait référence dans l'identité entre le nous et le je. On est dans le nous quand on est dans une situation, j'ai envie de dire, facile où tout se passe bien, et en fait, on devient je et on se retrouve finalement seul dans l'identité, dans une situation de difficulté. Vous avez évoqué dans les deux exemples que vous avez pris, de l'enfant qui se retrouve finalement sans sa famille biologique avec son père, et des femmes dans une situation de violence qui... le passage du nous au je se fait finalement dans la difficulté. Souvent, c'est un peu le constat que nous faisons quand on est effectivement dans le champ social. Ce passage-là, il a souvent un prix. C'est ce qu'on ne mesure pas. On ne se rend pas compte du prix qu'on demande à ces personnes-là quand il faut revoir autrement à la fois les lieux de vie, les lieux de vie, les lieux qui produisent du sens. Et quand on leur demande effectivement de mettre un peu de la distance, donc d'engager eux personnellement sur ce travail-là de mise à distance, ça soulève beaucoup de difficultés, ça soulève plusieurs problèmes. C'est-à-dire que eux personnellement, la place nouvelle qu'on leur attribue, est-ce que ça correspond à ce qu'ils sont en mesure après de transmettre, ou est-ce que c'est juste c'est un peu mon avis à moi à l'heure actuelle par rapport au placement. Est-ce qu'on n'est pas, quand on place un enfant essentiellement aux îles, est-ce qu'on n'est pas en train d'éloigner un problème au lieu de comprendre le sens des difficultés que rencontrent ces enfants-là? C'est un peu l'écueil qu'on ressent quand on est qu'on perçoit quand on est dans cet accompagnement-là, où la question du jeu n'est pas une question simple à résoudre. D'autres questions, réflexions? Philippe? J'ai peut-être une question à poser au premier intervenant, M. Bernard Rigaud. Je suis professeur à l'Université de la Polynésie française. Vous avez parlé à un moment donné du statut d'indigénat, certains Polynésiens en 1897. Et je voudrais être certain de bien vous avoir compris, parce que moi j'avais perçu ce statut comme finalement étant la conséquence des conditions dans lesquelles la France avait annexé le royaume de
Oui, enfin, sans entrer dans le détail de l'histoire polynésienne, le protectorat français s'est appliqué d'abord à Tahiti avant de s'appliquer, comment dirais-je, aux îles sous le vent. Et donc il y avait quand même bien l'idée, je pourrais retrouver des textes, que la colonisation étant plus récente, ou le protectorat étant plus récent dans les îles sous le vent, il n'y avait pas lieu à en faire immédiatement des citoyens. Il fallait laisser le temps qu'ils soient un peu polissés, quoi. C'était quand même ça l'idée. D'autres réflexions, questions? Non. Mais je vous remercie beaucoup, John et Bernard, et je vais appeler donc Philippe et Maître Lisa qui ont mis pour le prochain.